Je vous écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Blanche Clergeau, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante en bachelor relations publiques et événementielles à l'école Tunon de Nantes. L'invitée de notre interview aujourd'hui est Mélinda Bardin, aussi appelée Eugénie. Mélinda est franco-suédoise d'une large famille aux racines angevines depuis aussi loin que les membres de sa famille se souviennent. D'abord étudiante en droit à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris, puis diplômée en sciences politiques de l'université de Stockholm en Suède, ainsi qu'en gestion d'entreprise à My Sweden University. Elle a éprouvé ses compétences dans les domaines de l'édition et de la finance d'équipement dans des sociétés internationales en France, en Irlande et en Suède. En 2012, Mélinda décide de s'engager dans le monde de l'entrepreneuriat en collaboration avec son mari suédois Thomas et sa partenaire chinoise Cindy et française Katia. L'événementiel s'est présenté à l'évidence et l'agence d'événements privés Castle-Key est née. En parallèle, depuis avril dernier, où son entourage a montré des signes d'anxiété dus à la pandémie du corona, Mélinda met sa maîtrise du Reiki et ses connaissances en développement personnel et professionnel au service de tous, ce qui est d'ailleurs un très beau complément pour les futurs mariés. Donc bonjour Mélinda. Bonjour Blandine, c'est une belle présentation. Donc ma première question va être quelle est la date de création de Castle-Key et pourquoi ce nom? Alors la date de création de Castle-Key, ça remonte à 2013 à peu près, 14. Ça c'était en Suède, c'est un peu comme aux États-Unis, il est relativement facile d'enregistrer une compagnie sous un format très simple. Donc c'est ce qui a été fait en 2013. Ceci dit, c'était pas opérationnel à ce moment-là. Le nom, par contre, est revenu et n'a jamais changé. Il était vraiment à l'évidence parce que l'idée, c'était vraiment de développer les événements privés au château de la Vallée de la Loire, donc à la clientèle étrangère. Donc Castle-Key s'est présenté relativement facilement. En termes de SEO pour les moteurs de recherche, c'était peut-être pas le plus on va dire le plus efficace parce qu'il n'y a pas le mot wedding dedans. En revanche, il y a le mot château castle et c'est pour ça d'ailleurs que ça attire essentiellement la clientèle américaine parce que ils vont utiliser essentiellement le mot castle quand ils cherchent, alors que la clientèle européenne va utiliser château. Mais voilà, ça après, ce sont des questions un peu plus techniques pour le marketing moderne digital où les mots-clés deviennent très importants. En revanche, personne discute ce nom parce que tout le monde le comprend très bien quand on nous contacte pour avoir des listes de lieux de châteaux dans la Loire. Voilà, et ça fait un peu de sens, quoi. D'accord. Et pourquoi avoir choisi J'ai la répondu à France? votre question. Oui. Pourquoi avoir choisi la France comme destination de mariage, principalement? Alors au départ, oui, c'était effectivement la niche. La niche, c'était vraiment les châteaux de la Vallée de la Loire et pas ailleurs. Ça, c'est essentiellement parce que je suis moi-même originaire de la Vallée de la Loire, du côté de l'Anjou surtout, bien que la plupart des châteaux soient du côté de la Touraine, mais c'est quand même relativement très proche. Donc, ça a été la niche. Après, la spécialisation s'est développée en destination weddings, c'est-à-dire en événements à l'étranger. Notre clientèle est étrangère, mais ça peut être une clientèle française qui veut faire leur événement à l'étranger ou une clientèle étrangère qui veut faire leur événement en France. Donc, en fait, c'est vraiment le profit de créer des événements privés à une clientèle et à une clientèle et à leurs invités, mais pas dans leur France. Et ça a commencé avec la France. Ok. Donc, du coup, vous avez un peu répondu à ma question qui est la suivante. Quelle est la clientèle de Castle-Key? Donc, majoritairement une clientèle internationale? Alors, majoritairement clientèle internationale et anglophone, parce que effectivement notre communication digitale aussi est essentiellement en anglais. On essaie d'être un peu plus proactif dans les traductions dans plusieurs langues. C'est vrai que c'est encore une autre gestion d'administratif, on va dire, et de marketing. Mais on a eu aussi des demandes pour la Suède parce qu'on fait aussi de la communication, enfin, la
traduction en suédois et en français. Mais c'est vrai que la langue parlée digitale et interne est relativement majoritairement anglaise. Donc, du coup, ça se traduit aussi dans des personnes qui nous trouvent grâce à la langue anglaise, donc ils sont anglophones. Et donc, les US, parce que le mot castle, le château, mais aussi l'Australie, l'Angleterre. Voilà. Très bien. Combien avez-vous d'employés et quel est le rôle de chacun? Alors, on a surtout des partenaires en interne. On a Cindy Wong, qui est basée à Stockholm, qui est originaire de Hong Kong, qui s'occupe de la partie communication avec l'Asie et ainsi que les finances. Ensuite, on a Katia qui s'occupe plus de la partie travel. Elle est certifiée ATA, donc elle peut booker des vols, être plus agent de voyage si nos clients le souhaitent. Ceci dit, ils sont très autonomes à ce niveau-là. De nos jours, c'est relativement facile pour chacun de prendre en charge ses vols. Et on a Thomas qui aime bien le côté informatique ou de développement de site internet, mais surtout, il est chef de projet avec des années d'expérience en chef de projet en privé, mais aussi professionnel en Suède et dans d'autres pays, aux États-Unis et ailleurs. Donc, il est suédois. Donc, en fait, c'est aussi l'équipe elle-même. On a la Chine, la France, la Suède. Donc, on est aussi un peu dans notre état d'esprit. Donc, aussi, je pense que ça attire aussi beaucoup la clientèle étrangère. Oui. Pourquoi avoir choisi un management à distance? C'est pas vraiment un choix. C'est une nécessité. Notre clientèle est loin. Nous, même si l'administration est en Suède, les opérations en France, au final, parce qu'on est obligé d'être sur plusieurs pays, en fait, pour créer cette notion d'international et qui rassure la clientèle internationale, parce qu'ils disent, bon, c'est pas que 100% français ou pas que 100% suédois, et ça fait un peu peur quand même aux gens d'avoir à gérer une culture qu'ils connaissent pas, qui est à 100%, et le fait qu'on soit, qui semble qu'il y a un peu cette dissolution de culture, ils se sentent un peu plus à l'aise. Et du coup, voilà, ils sont loin, donc on n'a pas forcément, on peut pas aller à chaque fois, une fois par semaine, les rencontrer pour travailler ensemble là où ils sont, où eux venus, où on est. Donc c'est une nécessité. Maintenant, on fait en sorte de les rencontrer au moins une fois physiquement avant leurs événements, afin qu'ils visitent les lieux, qu'ils rencontrent leurs prestataires, qu'ils fassent les menus testing, les maquillages, les tests en fait, les essais, et qu'on se rencontre physiquement. Mais il n'y a pas besoin de plus que ça. L'essentiel, c'est d'être toujours en contact, d'être toujours disponible, qu'ils se sentent proches en fait, tout en étant loin. Et ça peut se créer peu grâce à une communication de tous les instants, on va dire. Très bien. Quel est le plus difficilement gérable à distance, du coup? Alors, je dirais que c'est en interne. C'est pas avec les clients, ni les prestataires, ni les lieux. C'est surtout avec l'équipe en interne. Parce que avec stagiaires, employés ou partenaires, on a besoin un peu de cette proximité qui crée un peu le teamwork est quand même plus facile quand on sait qu'on peut se déranger sans se déranger à n'importe quel moment. Ce qui n'est pas facile à faire à distance. On a toujours l'impression qu'il faut prendre rendez-vous, qu'il faut booker un meeting à une date, à un jour, etc. Même si on devrait pourtant être capable, surtout avec les outils qu'on a aujourd'hui, d'appuyer sur un bouton et de s'appeler en vidéo comme si on était dans le bureau d'à côté. Je pense que ça va être le prochain étape. Je pense qu'aujourd'hui, grâce au Covid, un peu tout le monde a été poussé en télétravail. La prochaine étape, ça va être de changer la mentalité aussi en disant tiens, je vais taper mon petit bouton vidéo call pour voir en direct ma collègue et lui poser une question, même si c'est juste pour dire tiens, on fait une pause, on boit un café, puis on va discuter de comment ça s'est passé ce week-end. Je veux dire, voilà, pour créer vraiment le teamwork et que ça se fasse aussi facilement en vidéo call qu'en physique quand on passe la porte du bureau.
Donc c'est ça, ce sera la prochaine étape, je pense. D'accord. Selon vous, quelles sont les compétences nécessaires à avoir pour manager à distance? Est-ce que ça s'apprend? Ah oui, ben ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Ça, c'est comme développement personnel, développement professionnel. On apprend les bases à l'école, on apprend les bases dans la vie. On prend des petites gifles aussi. Donc, on va tout le temps réfléchir à savoir pourquoi ça s'est pas passé, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Maintenant, on n'est pas seul. Même, c'est un travail constant de communication, de savoir bien formuler, de jamais juger, jamais critiquer, jamais comparer, parce qu'en fait, on ne sait jamais le message qu'on a envoyé finalement. Et ça arrive à tout le monde. Quand on relit nos propres messages, parfois on dit ah ouais, mais je l'ai marqué, c'est pas très forcément, ça pouvait être interprété autrement. Donc, il faut toujours être ouvert à sa propre critique. Reprendre souvent s'il faut reformuler, mais sans jamais faire sentir l'autre personne, jamais gêner l'autre personne, sans jamais lui dire, bon, alors, comme j'ai déjà dit la dernière fois, en fait, ça, j'aimerais bien que ça soit fait comme ça ou autre. En fait, ça ne sert absolument à rien parce que c'est tout ce qui est notion de négativité, en fait, ça ralentit les procédures. Donc, vaut mieux se concentrer à reformuler, à trouver les bonnes communications pour motiver tout le monde et pour être surtout très clair. Il ne faut pas hésiter à rajouter plein de mots, plein de détails, même si on a l'impression qu'il y a des évidences. Vaut mieux pas trop ouvrir les portes aux interprétations et utiliser tous les mots dont on peut avoir besoin. Au lieu de les pronoms, par exemple, on évite. On va dire exactement de qui on parle ou de quoi on parle plutôt que dire le ou la ou il ou cela, enfin, des petits mots qui peut apporter interprétation à erreur. Donc, pour répondre à la question, c'est communication. Et communication orale, écrite, physique, là, c'est la communication. Et là, encore une fois, quand on lit les nouvelles sur plusieurs pays, que ce soit la France, la Suède ou même international, on se rend bien compte que la tendance aujourd'hui dans toutes les industries, c'est d'améliorer sa communication. Parce que ça va améliorer plein de choses. Ça influence même les cultures, ça influence même les personnalités, ça influence à tous les niveaux, quoi. La communication peut encourager quelqu'un ou démolir quelqu'un, peut amener quelqu'un vers la droite ou la gauche. La communication, c'est vraiment central. Et là, c'est bien sûr pas qu'avec en interne, hein, ça c'est avec les clients, les lieux, les partenaires et tout le monde. Et d'autant plus quand on est à distance. Il n'y a pas d'excuses. Je dirais presque, enfin bon, non, après ça c'est mon avis personnel, je pense que c'est aussi important, même quand on est dans les mêmes bureaux, hein, mais à distance, là, il n'y a pas le choix. Ok. Quelle est votre expérience de la promotion d'événements aux moyens de publicité, de réseaux sociaux et autres? Alors, la promotion d'événements. Nous, vu que nous faisons des événements privés, on ne fait pas vraiment la promotion d'événements. Ça reste dans le domaine privé. En revanche, comment on va faire envie aux autres, aux clients potentiels qui veulent créer alors, il faut que ce soit toujours très, très discret et très respectueux des autres événements et des lieux et des prestataires. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est essentiellement digital. Hein. C'est essentiellement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, les blogs sur notre propre site internet, YouTube, les classiques, on va dire. On aimerait bien aussi utiliser WeChat et tout ça, mais là, c'est en Chine, c'est en Asie. Ça demande d'autres connexions et d'autres réseaux. Ils ne sont pas sur Google, il faut Beidou. Enfin, bon, la technologie est un peu différente. Donc, il faut tout refaire en parallèle juste pour l'Asie, en fait. Et donc, c'est ça. Et le fait, alors bien sûr, il faut encourager aussi les commentaires parce que c'est ça aussi qui va rassurer les clients potentiels. Encourager, et que ce soit les bons ou les mauvais, hein, commentaires au contraire. L'essentiel, c'est encore une fois communiquer, même si quelqu'un a une critique à faire, il faut savoir y répondre constructivement parce que même ça va rassurer les clients potentiels. Donc, la communication sur les réseaux sociaux, la communication publique est extrêmement importante aussi et ne jamais avoir peur de la critique. Au contraire, parce qu'elle va aider aussi
la clientèle potentielle à se dire ah ouais, là il y a une critique, mais par contre la réponse se rassure. Voilà, ça aide. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai bien répondu. Oui. Très bien. Quel est le processus lorsque vous avez la demande d'un client? Alors, on va dire, il y a trois premières étapes qui se répètent souvent. C'est en principe, on reçoit soit rarement un appel, c'est souvent via Instagram ou via notre site internet. Donc, c'est un premier email avec des éléments euh, minimum en général. De là, on propose, on confirme donc la réception de leur demande avec une proposition de vidéo call offert, juste pour commencer à structurer un petit peu leur idée et pour nous, leur faire une proposition. Ça va être la question qui va suivre, ça va être qu'est-ce qu'on propose comme service et nos tarifs. Donc, ce premier appel va nous permettre de faire cette proposition-là. Et ensuite, si quand on travaille ensemble, il y a trois possibilités. Soit ils nous demandent juste pour chercher le lieu. Et après, ils sont contents et ils voudront qu'on fasse toute le travail de concept, design, organisation et coordination. Et dans ces cas-là, on va passer à un autre, on va étendre le contrat. Et là, ils ont deux choix de tarifs. Et après, ça c'est pour le tarif, mais après, il y a au niveau step by step, organisation. Donc, ils vont avoir, on va partager des documents, des documents maîtres. Ils vont être bien sûr impliqués dans tout ce qui est la procédure d'organisation du concept. Grâce à ces documents-là, on va rester tout le temps en ligne, plus après des appels réguliers, des vidéos réguliers qui vont toujours être en fonction de leur agenda qui est en principe relativement très chargé. Et puis il y a des heures, souvent les fenêtres sont très petites. Entre eux, quand on dort, quand ils dorment, quand ils travaillent, quand on travaille, on essaie de trouver quand même des appels réguliers ou en tout cas des emails réguliers pour qu'ils restent en contact tout le temps. D'accord. Comment sélectionnez-vous et choisissez-vous vos prestataires? Avez-vous des critères? Oui, ça c'est, je pense, on sélectionne un peu comme les clients. C'est-à-dire qu'on va chercher, on va regarder déjà ce qu'ils ont fait. On leur demande tout le temps de nous envoyer des exemples de leurs travaux passés. En principe, maintenant, tout le monde est sur le net avec des commentaires, des ratings, donc on arrive à se faire une idée de comment ils sont perçus et de ce qu'ils ont fait dans le passé. Maintenant, il faut que ce soit surtout sélectionné par rapport à la vision de nos propres clients à nous. Un vidéaste ou un photographe qui va faire du style moody, photographique moody, va pas aller à un photographe demander pour du style bright, plein de lumière. Donc, il faut aussi après associer les budgets et les techniques les professionnels de chaque prestataire à la vision de nos clients. D'accord. La communication aussi, hein. Si on voit que la communication oui. passe pas, c'est aussi un critère en fait. Oui. Parce que même, alors parfois après on essaie d'encourager, si on voit que le budget passe, que la technique passe, que ça répond à la vision, mais par contre la communication n'est pas bonne, bon ben là on essaie d'encourager et d'expliquer que bon, peut-être ça va falloir essayer de s'améliorer pour la communication, en tout cas, trouver un middle, un moyen quoi. Ouais. Ça peut être, mais si vraiment c'est trop difficile, on ne pourra pas travailler ensemble quand même. Ouais. Communication, c'est vraiment important. D'accord. Quelle a été la première difficulté de Castle Key? Je pense que c'est comme tous les entrepreneurs, les premières années de chaque entrepreneur, c'est tout le monde grandit ensemble en fait. Même si on a l'impression d'en savoir énormément parce qu'on a eu beaucoup d'expérience dans des énormes corporations ou des petites corporations ou des petites entreprises ou énormes, enfin ouais, même si on a l'impression d'en savoir beaucoup, finalement quand on commence en tant qu'entrepreneur, on se retrouve au niveau zéro. Et c'est vrai, je crois que c'est vraiment vrai pour tout le monde en fait. Et là, donc, on s'aperçoit que, OK, alors, effectivement, on est seul ou comment dire, on se sent seul et on comprend on peut pas être seul.
Donc, c'est un peu cette, cette bataille à l'intérieur, en disant, bon, on est seul, mais on ne peut pas être seul. Donc, OK, alors maintenant, va falloir grandir ensemble avec tout le monde qui veut travailler avec nous. Et pas que pour nous, mais pour eux aussi. Donc, il y a tout un état d'esprit, une façon de travailler qui se développe. Et ça, je dirais, c'est la partie la plus délicate au départ, parce qu'on ne se connaît pas. C'est comme déjà dans une famille, en se connaissant, on sait ce que c'est, on peut y avoir des conflits. Mais alors, quand on ne se connaît pas du tout au départ, il faut qu'on se teste, faut qu'on ait au moins une ou deux expériences ensemble, il faut qu'on voit comment ça se passe. C'est très rare. Sur le nombre, franchement, il y a eu que deux et on donne beaucoup de chance, nous. Enfin, nous vraiment, on se fait c'est rarement un avis au premier abord. On continue, on essaie d'expliquer, on recommence. Il faut vraiment qu'au bout de 3 événements où vraiment c'est pas passé, où on se dit bon on peut pas travailler ensemble, mais ça peut arriver, il faut l'accepter et c'est pas un problème en soi. L'essentiel c'est d'avoir bonne conscience, c'est d'avoir tout essayé, de se dire bon là c'est irréconciliable, mais en tout cas on a essayé. Et c'est cette partie-là, je dirais, qui est la plus délicate quand on commence. C'est de travailler avec plein de gens différents, plein de différents qui ont des perspectives différentes, des interprétations différentes. Il faut quand même essayer de rentrer. Là, et les clients, pareil, pareil avec les clients. On marche tout le temps sur des œufs. Ça, mais on apprend à chaque fois. Et à chaque fois, on s'améliore. Donc, c'est ça l'avantage. Combien Castelkey organise-t-elle de mariages par an? Alors, la période du Covid, on ne va pas la compter. Faut savoir qu'un client, c'est en principe minimum 3 événements, puisqu'ils viennent de loin et que ça dure quelques jours, plusieurs jours. Donc, il faut leur créer des événements. Donc, là, la moyenne, c'est une vingtaine, entre 20 et 24 événements par an. C'est la moyenne. Par contre, moi, Covid, ça forcément. En plus, nous, ils ne sont même pas européens, donc ils ne peuvent même pas rentrer sur le territoire. Donc là, ça va descendre la moyenne. Ok. Comment évaluez-vous le succès de chacun de vos événements? Alors, on les évalue sur plusieurs critères. On les évalue d'un point de vue du client, d'un point de vue des prestataires, des lieux et de nous-mêmes. Est-ce qu'on a appris des choses constructives? Est-ce que cet événement, s'il était parfait, on note tout le temps ce qui était parfait. Les clients sont contents, les prestataires sont contents, les lieux sont contents, on est content. Bon, voilà, tout ça, on va le garder pour la prochaine fois. Mais quand il y en a, que ce soit une des parties qui émet un mécontentement, là, on va à chaque fois l'évaluer, savoir l'origine du mécontentement, comment on aurait pu mieux faire, et s'assurer que c'est bien enregistré pour les prochains événements, que ça se reproduise pas. D'accord. Si c'est quelque chose qui peut se répliquer, parce que c'est pareil, ça dépend du niveau de mécontentement. Un mécontentement qui est, par exemple, au niveau personnel, un client qui n'est pas content de l'attitude personnelle de quelqu'un, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça, soit on se dit, on peut ajuster après avec on va dire quelques barrières de sécurité, mais si c'est personnel, en principe, si le travail. Après, ce qui joue la dernière référence, c'est vraiment la qualité du travail. Si on sait que le travail était parfait, rendu parfaitement, mais que c'est juste un problème personnel, bon, on prend note, mais on s'y arrête pas trop. Oui. On va dire. Mais justement, parlez-moi d'une situation où vous avez dû traiter un client difficile. Alors, une situation, là, c'était intéressant, c'était vraiment un culture clash en fait. Et on l'a reconnu un peu trop tard. Et on pense que, soit c'était un culture clash. On est encore on a mis deux, comment dire, on a mis deux, comment on dit, on va dire deux jugements, mais c'est pas les mots que je cherchais.
cette difficulté. On s'est dit, soit en fait, les personnes n'ont pas osé nous dire qu'ils se sont trompés à la base, c'était pas la France qu'ils auraient dû choisir comme destination, parce que leur culture était américaine, indienne, et ils n'étaient pas du tout d'Europe. Et on pense que le conflit est monté, l'incompréhension est montée en mayonnaise parce qu'en fait, ils n'osaient pas nous dire qu'ils s'attendaient à avoir les mêmes services, les mêmes tarifs que dans un autre continent qui est beaucoup moins cher que la France. Et en fait, on pense que, mais on s'en est aperçu assez tard malheureusement, et on pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu des incompréhensions totales où personne n'arrivait à trouver d'accord sur pas mal de détails. On ne comprenait vraiment pas pourquoi il y avait cette tension. Et c'est vraiment, en fait, c'est après l'événement qu'on s'est dit, en fait, je pense qu'ils n'ont pas osé faire machine arrière, c'était trop tard. Ils n'ont pas non plus osé dire, mais quand on va en Inde, par exemple, on n'a pas le même service. Et ils n'ont pas, je pense qu'ils s'en sont aussi rendus compte eux-mêmes. Et du coup, il fallait quand même continuer, il fallait quand même avancer. Mais l'erreur est venue du choix de la destination. Et nous, de pas. En même temps, on peut pas lire dans les pensées. Hein, si on ne nous le dit pas clairement, c'est facile. Ça a été la fois où il y a eu un client difficile. Et on pense que c'est cette erreur-là. Donc là, maintenant, on en a pris quand même note. Même si c'est pas sur ça, mais on prend quand même note et on pose toujours la question. Pour revenir à votre question du début, quelles sont les procédures quand on a une demande de client? On leur pose la question, pourquoi la France? Qu'est-ce qu'ils attendent de Castelki? Qu'est-ce qu'ils attendent de la France? Enfin, voilà. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvaise interprétation ou de pensée où on peut leur dire, là, je pense que dans ces cas-là, il faut peut-être aller sur un autre pays et peut-être pas la France. On va peut-être pas réussir à faire ça en France. Voilà. Ok. Alors, décrivez un ou deux mariages à thème que vous avez orchestrés. Quel type de détails et d'activités avez-vous inclus pour compléter le thème? Alors, il y avait ce mariage qui était... il y a eu un mariage qui était un mariage américain-indien où là, il a fallu que les prestataires aussi de la région apprennent à créer, à mettre des mises en scène indiennes, mais aussi faire une balance parce que c'était franco-indien-américain. Donc, il a fallu qu'on joue sur ces trois cultures, qu'on fasse deux cérémonies bien distinctes, une indienne et une occidentale, qui ressemble beaucoup enfin, en fait, qui était la française ou la plus européenne, parce que c'était dans l'église. L'indienne était dans le lieu. Il a fallu apprendre toutes les traditions indiennes avec les mandats, les traditions du feu, etc. Et il a fallu reproduire ça dans un château français. Donc, il a fallu quand même recréer cette ambiance indienne et cacher l'ambiance occidentale européenne. Et après, emmener tous les invités en transition avec, après c'était le mariage plutôt américain français. Et là, c'est aussi, on joue beaucoup sur les lieux. Il faut utiliser vraiment chaque espace. Il faut utiliser les compétences de chacun. Il faut aussi courir à de sa zone de confort, les lieux et aussi rassurer les clients. Comment ça va? Parce qu'ils ont une idée, mais après sur le lieu, dans le long de la journée, c'est évident pour eux de s'imaginer. Donc, on est en communication, on donne plusieurs scénarios, comme ça ils se sentent aussi totalement engagés, ils vont pouvoir réfléchir, ils vont pouvoir peut-être prendre d'un scénario ou d'un autre et faire leur. Donc, ce sont des scénarios où on sait que ça va garder une harmonie sur leur vision, sur leur thème. Alors, ça se passe bien. Hein. Après, il y en a eu un autre où là, ils voulaient... là, c'était assez sympa, c'était américain, mais ils voulaient vraiment utiliser le thème, c'était vraiment la Loire. Donc, utiliser les piliers de la Loire. C'est-à-dire que du coup, on a utilisé les trucs, la rivière, le château et un vignoble. Là, c'était fabuleux. Et c'était sur 4 jours. Et donc là, oui, c'est une lourde organisation. Mais alors,
c'est extraordinaire. Surtout qu'il y a le budget, c'est une famille assez aisée, c'est assez sympa. Donc là, le bateau traditionnel, tout cabané, les troglodytes, le vignoble, le château vignoble, et ma abbaye royale de Fontevraud, avec le mariage d'une étoile Michelin avec le chef. Donc là, après, ils nous font confiance, ils savent bien qu'on est de la région, ils entendent bien tout de suite qu'on connaît, on connaît la région, on connaît les lieux, on comprend les lieux, on sait ce que c'est que les mariages étrangers. Donc ça aide aussi à rassurer. Au bout d'un moment, soit ils ont une idée très arrêtée et on leur dit les limites, on leur mission, ça fait partie de notre travail aussi, de donner les limites des lieux ou des prestataires. Et là, mais dans ces cas-là, on propose toujours un plan B et on trouve toujours une solution qui leur convient. Ouais. Et en moyenne, sur combien de jours se déroule un mariage de destination? C'est minimum 3 jours. Les invités restent souvent, ils sont engagés à venir pendant les vacances, donc ils restent au moins une semaine, surtout quand ils viennent d'Australie ou de Los Angeles, avec le West. Sinon, s'ils viennent de moins loin d'Europe, sur un week-end, c'est très gérable. Les accommodation, donc les lieux, les hébergements, on gère les hébergements et les transports sur place. Voilà, donc minimum 3 jours. Le jour d'avant, avec le welcome event, le ceremony rehearsal, le wedding day, and a farewell day after. Ok. Quel est le plus grand mariage, donc soit en fonction du budget ou du nombre de participants, que vous avez planifié? C'était celui justement, enfin on a eu 3 événements. Là, on a été un qui était à l'abbaye royale de Fontevraud, avec justement un château vignoble le lendemain, très traditionnel, château du Petit-Thouars. Et le jour d'avant sur 2 bateaux sur la Loire, sur des bateaux traditionnels. Et ça, et il y avait aussi le jour d'avant, où là, il y avait eu pour les plus jeunes un repas dans un troglodyte. Donc là, on a vraiment fait les 4 piliers de la Loire, c'était fantastique. Et le château Petit-Thouars, on a la aussi ils sont passés sur la télé, Sébastien et Coupa. C'est une famille très ancienne, c'est leur héritage familial depuis je crois que c'est plus de 200 ans maintenant. Et il est passionné, il fait du chinon. C'est parfait pour faire ce culture bridge en fait. Il va parler aux invités, les invités sont enchantés et d'acheter son vin et d'être là dans son château vignoble. Il ne fait pas de mariage là-bas, par contre c'est parfait pour les brunchs, pour les lendemains et pour faire du wine tasting, c'est fantastique. Ça c'était le plus gros. C'était gros, hein. 200 invités à peu près. D'accord. C'était beau. Okay. C'était beau. Et parlez-moi d'une situation où vous avez dû gérer plusieurs événements en même temps. Comment avez-vous réussi à accomplir les 2 événements de façon multitâche? Ça s'est pas présenté techniquement. D'abord, la distance ne le permet pas. Il y a des événements sur un même week-end, en fait, les équipes sont divisées. Donc, il y a une équipe sur un lieu, une autre équipe sur l'autre lieu. On reste toujours en contact téléphonique quand il y a des questions. Parce que de toute façon, les 2 équipes vont connaître... bon, à part, ça dépend. Le chef d'équipe connaît les 2 événements. On peut s'appeler pour avoir une question sur son propre événement, l'autre pour avoir, si jamais il y a besoin d'aide particulière, une question particulière, les 2 sont au courant des difficultés que les 2 chefs de projet peuvent avoir. Après, ils sont assistés par les assistants, par contre, sont vraiment que sur leur événement. Et on travaille comme ça. On peut pas être sur 2. De toute façon, les distances, c'est pas possible. Mais en revanche, le chef de projet de chaque reste en contact pour avoir un backup au cas où. D'accord. Et pour besoin, si jamais arrivé. Oui. Et pour finir, comment décriveriez-vous Castle Key? Alors,
J'aime bien, décrire comme, comment dire, euh, pas de limite en fait, on va dire. Mais pas de limite, pas de limite. On a une niche, on a une qualité. Mais après, il n'y a pas de limite dans le sens où on est, c'est pas vraiment le mot en fait, mais on est, l'ouverture d'esprit est telle qu'il n'y a pas de jugement en fait, il n'y a pas de critique, tout est étudié, toutes propositions, toutes questions sont étudiées, parce que non seulement elles nous permettent de faire des meilleurs événements, mais elles nous permettent aussi de nous développer nous personnellement et professionnellement. Et on sait très bien que le confort de rester dans sa zone de confort, c'est effectivement confortable, mais on sait aussi que ça nous limite et on n'aime pas trop ça. Castle Key aime bien l'espace physique et mental et elle aime bien on aime bien être sorti de notre zone de confort, être challengé parce qu'on sait que c'est là qu'on grandit, c'est là alors ça fait un peu mal, ça prend parfois un peu d'énergie et de temps, ça peut être parfois moins confortable, c'est sûr, mais en revanche les résultats sont beaucoup plus challenging, intéressants, excitants, comme on dit, exciting. Et ça, on s'en passe très bien. C'est pour ça qu'on cherche tout le temps des moyens. Là, il y a un site internet presque qui va sortir. On va sortir d'autres projets. On va essayer d'amener d'autres services et d'autres éléments à nos clients, mais aussi aux lieux et aux prestataires. Et ça, c'est très énergisant en fait. Mais ça nous sort de notre zone de confort. On prend beaucoup de risques. Mais on n'a pas le choix. Mais on pense que c'est aussi comme ça que les entrepreneurs, l'état de mentalité d'entrepreneur est souvent celle-ci. C'est que on aime bien être challengé. Donc voilà, et il n'y a pas de. Alors la transparence aussi. Alors la transparence, ça c'est vraiment Castle Key, je pense, ce qui parfois est un petit peu déstabilisant pour certaines, que ce soit des clients ou des venus ou des prestataires, parce que un gros niveau de transparence, ça peut faire peur. C'est normalement pas la culture professionnelle, c'est tout le temps les secrets d'entreprise, c'est tout le temps tout ça, mais nous on voit pas très bien l'intérêt parce que de toute façon de nos jours avec les nouvelles technologies, tout se réplique facilement, tous parce que ça n'existe même plus de toute façon les secrets, donc autant être transparent et qu'on profite justement de ce bénéfice-là, de cette bonne vibration, cet effet positif de transparence, parce qu'en fait, finalement, tout le monde aime bien. Hein. Donc, c'est quand même un plus pour chacun. Donc, autant en profiter plutôt que d'essayer de cacher, et finalement, on peut y arriver et qu'on n'a même pas eu le bénéfice d'avoir cette transparence. Donc, voilà. Non, je dirais ouais, transparence et aimer sortir de la zone de confort. Très bien. Je vous remercie pour cette interview. Merci beaucoup, Blandine. Mais maintenant que vous connaissez un petit peu quelques vous voyez Castle Key après ces quelques mois? Alors en effet, la transparence, l'ouverture d'esprit, la confiance et l'humain. Le côté humain qui ressort beaucoup. Super. Ah bah ça, on est ravis. C'est effectivement très important. Ouais. On n'est pas des machines, et on veut vraiment respecter, parce que je trouve que moi personnellement, et pareil avec l'équipe, on trouve que l'humain a été pas mal oublié quand même ces dernières décennies par la course au bénéfice, la course à la productivité, et on pense que ça a été trop loin, et on est quasiment sûr que ça va revenir à l'humain. Mais on est content d'être pionnier et déjà d'être dans ce modèle-là. Ah bah c'est gentil, je suis ravie que vous l'ayez senti aussi. Si vous n'avez pas d'autres questions.
Mais si vous voulez rajouter quelque chose, c'est avec plaisir. Moi, déjà, je vous remercie pour le stage. Avec plaisir, Blandine. C'est un plaisir. Vraiment adoré. Surtout, au final, vous m'avez laissé beaucoup d'autonomie. Je pense que dans plusieurs entreprises, déjà, les stagiaires, ils nous laissent un peu faire ce qu'ils veulent pas faire. Ouais. Alors que là, j'ai vraiment senti que j'étais à ma place et que je faisais le métier d'assistante chef de projet. Et surtout, votre confiance, parce que c'est vrai que ça doit pas être évident de donner non plus un dossier alors que je suis seulement étudiante et que je connais pas, rien du métier. Donc juste pour ça. Non, mais vous l'avez très bien fait. Vous avez pris le challenge avec beaucoup d'ouverture d'esprit vous-même, et le fait que, après, bien sûr, on sait bien que vous ne savez pas tout, mais le fait d'apprendre en faisant, c'est quelque chose qui est en principe motivant et qui permet d'aller plus vite aussi. Donc, nous, ça ne nous dérange pas ça a été un plaisir. Après, on l'a senti aussi. Hein. On ne le fait pas avec quelqu'un avec qui on ne sent pas non plus. Hein. On ne prend pas non plus des risques incontrôlés. Mais je n'avais aucun problème à vous laisser un dossier, à savoir qu'après, on pouvait réajuster à chaque appel là où ça devait être ajusté, amélioré. Parce qu'encore une fois, vous êtes là pour apprendre. Donc, c'est tout à fait normal. Mais en faisant, je pense que c'était plus sympa pour vous. Oui. C'est ce que j'aime bien. J'aime bien apprendre en faisant. Oui, absolument. Donc, bravo. Je vous souhaite une très, très belle continuation. Bravo pour votre temps chez Castle-Key et on espère avoir la chance de vous rencontrer dans une autre situation, ou qui sait, sur un événement peut-être. Oui, j'aimerais bien. Parfait. Nous, on vous garde dans nos dossiers. À très bientôt, Blandine. Et remercie votre famille pour nous aussi, pour son support indirect pour nous aussi. Okay. À très bientôt. Au revoir, Blandine. Au revoir.